Hello everyone. Alors bonjour à tous, bienvenue à cette session engagement en ligne, plus d'efficacité hors ligne, sur le terrain. Alors, je pense que vous connaissez tous, mais au cas où, un petit rappel, nous sommes à votre écoute pendant cette session aussi, donc n'hésitez pas à envoyer vos remarques, poser des questions, dièse OECD3 à travers Twitter ou à travers nos outils interactifs. Vous avez des instructions sur les cartes posées sur vos chaises. Nous sommes dans l'amphithéâtre numéro 3. Voilà, donc il faut mettre dièse OECD 3. 8 symboliers, Twitter, etc. peuvent être utilisés pour nous envoyer vos questions. Donc, c'est votre opportunité. Vous pouvez évidemment dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, vous exprimer pour enrichir le débat. On va vous poser certaines questions sur l'écran. Donc, cela vous permet, grâce à votre participation, on pourra non seulement écouter les membres du panel, mais vous écouter aussi. Alors, une première enquête pour tester un petit peu la température. Est-ce que vous avez entendu parler de Civic Tech avant d'entrer dans cette salle? Oui, non. J'ai vu quelque chose, une référence sur le site web de forum de l'OCDE. Donc, n'hésitez pas à répondre et on reviendra sur les questions tout à l'heure. Donc, est-ce que vous avez entendu parler de Civic Tech avant d'entrer dans cette salle? Je suis Rebecca, responsable de recherche My Society. Donc, j'ai un rôle très agréable parce que c'est à moi de poser les questions, mais je n'ai pas à trouver les difficiles. Nous avons avec nous Eva Kaili, membre du Parlement européen, ravi de vous accueillir. Jeff Mulgan de Nesta au Royaume-Uni. Virgile Deville. Alors, il vient d'intervenir dans le Civic Tech Atelier, cofondateur de Open Source Politics. Alors, on va vous donner quelques instants encore pour répondre aux questions. Et en attendant, je vais poser quelques questions aux membres du panel. Déjà, pour mieux vous connaître, pouvez-vous nous expliquer qui vous êtes et quelle est votre position par rapport au Civic Tech? Merci beaucoup de m'avoir invité. Jusque-là, le forum s'est avéré passionnant avec de très bons intervenants. Nous, ici, on est là pour voir comment on peut en fait aider les citoyens en ligne pour améliorer leur vie en ligne. Alors, pourquoi est-ce que je suis là? Parce que je suis un membre du Parlement européen, je suis grec, j'ai axé toute ma campagne sur les médias, les réseaux sociaux, budget zéro. Pour être élu, il faut que les gens partout dans le pays votent pour vous. Et toute ma campagne donc était est passé par les médias réseaux. Ce n'était pas facile, mais bon, j'ai utilisé ces réseaux sociaux pour faire ma campagne, pour faire connaître mes positions sans avoir besoin de voir recours aux médias plus traditionnels, radio, télévision, presse, etc. Alors, cette campagne m'a appris comment nous, on peut aussi être à l'écoute des citoyens, comment on peut les encourager à s'engager et en fait les enthousiasmer. Un de nos problèmes en Grèce, c'est qu'on a assez peu de jeunes qui votent. C'est surtout des personnes qui ont plus de 60 ans. Donc ça déjà, ça pose un problème. Au Parlement européen, je travaille beaucoup sur les technologies nouvelles dans les domaines de la banque, la fiscalité. Bon, la Grèce passe d'une crise à l'autre. Et évidemment, on nous a demandé à maintes reprises pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation de crise. Mais bon, les choses ne se sont pas tellement améliorées.
depuis. Alors, Jeff, merci. Alors, moi, j'étais un petit peu militant là pour embêter les gouvernements. Et puis après, je suis travaillé pour le gouvernement en concevant des sites pour des pétitions, etc. Maintenant, avec Nesta, je m'occupe de trouver des financements pour des projets. Parfois, j'ai des investisseurs. C'est pour me mettre au courant de ce qui se passe dans le monde, travaillant surtout avec des villes. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est que Civic Tech, en fait, a trois sens différents. Un premier sens, tous les nouveaux outils qu'on peut utiliser pour exercer des pressions, pour faire une campagne, pour changer le fonctionnement des gouvernements, pour vérifier s'ils sont corrompus, pour voir s'ils répondent à vos intérêts. Deuxième sens, ce qui permet un lien entre citoyens à travers des plateformes de partage, etc. Et puis, troisième sens, bon, certains dans les partis, dans les municipalités, dans les parlements, qui cherchent, eux, à contacter les citoyens pour débattre de façon vraiment intelligente des différentes options. Et parfois, ces trois sens manquent de passerelles. Et je pense que c'est pour là qu'on est là aujourd'hui. Souvent, les institutions démocratiques plus établies ont beaucoup de mal à s'ouvrir à ces nouvelles voies numériques. Ils se trouvent un petit peu submergés par le bruit numérique. Et il faut trouver un équilibre parce que d'un côté, vous avez les militants, les organisateurs très actifs qui travaillent dans des communautés qui ne savent pas manipuler ces outils et qui se réfèrent, eux, aux médias traditionnels. Donc ça, c'est le dilemme pour les personnes au pouvoir. Comment profiter de ces outils qui ont un potentiel fantastique sans pour autant, en fait, lâcher la grande majorité au bénéfice de 1 ou 2% qui font entendre leur voix. Bonjour, I'm Virgil DeVille. Je suis plutôt un expert de technologie. J'essaie de construire des outils numériques pour faire ce qu'on vient d'expliquer. Budget participatif, le crowdsourcing, le financement coopératif, rendre les gouvernements plus ouverts, etc. Alors, dans ce processus, j'ai eu à travailler sur différents projets. Un ONG, Democracy Friends, par exemple. Un autre outil, c'est un outil gratuit qui vous permet d'instaurer un débat et de parler ensemble en ligne. Ensuite, j'ai cofondé Open Source Politics. Alors, c'est quoi l'approche de cette entité? On est là pour fournir des conseils aux institutions pour qu'ils puissent utiliser cette technologie pour à des fins de débat, etc., grâce à ces logiciels ouverts et gratuits. Alors, moi, je crois que si nous voulons vraiment mettre la démocratie en ligne, soyons exigeants, aussi exigeants que nous le sommes vis-à-vis de nos institutions physiques. Il faut que ce soit fait de façon ouverte, transparente. Donc voilà ce que je défends par rapport à ces nouveaux outils pour que le processus démocratique soit plus inclusif. Grâce à ces outils gratuits, open, ouverts, mis à la disposition de tous les citoyens qui peuvent ainsi participer à la création d'un monde plus démocratique. Donc, avec d'autres individus qui partagent nos valeurs, on s'est mis ensemble ici à Paris pour avancer le Civic Tech, à savoir voir comment on peut utiliser ces technologies, par exemple, pour développer des apps permettant des votes gratuits grâce au blockchain. Voilà, toujours, tout doit rester gratuit, tout doit rester ouvert. Tous les 3 mois, on organise des événements pour se faire connaître, etc. Merci. Est-ce que vous pourriez me mettre les résultats de l'enquête sur l'écran, s'il vous plaît? Bon, on me les a envoyés. Alors, environ, non, 52%. Voilà, 52% avaient entendu parler de Civic Tech.
Donc, manifestement, ça vous intéresse, c'est un sujet qui vous intéresse de près. 26% ont répondu non. Bon, on va pas trop creuser le côté très technique. Et puis les autres avaient vu quelque chose mentionné sur le site web. Bon, alors moi je suis chercheur. Qu'est-ce que je constate? Que vous n'avez pas tous voté. Euh, on n'a eu que 37 réponses. Ben, merci. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions, comme ça on pourrait transmettre aux membres du panel. Et à la fin, on va ouvrir la discussion pour questions-réponses. Mais pour démarrer, voilà ce que je vous propose. Une question générale pour commencer. Qu'est-ce qu'il faut pour en fait encourager les citoyens à jouer un rôle plus actif à travers cette technologie? Nous sommes au tout début. Il s'agit de faire aider les citoyens par la technologie, de les aider à participer au débat public. Alors actuellement au Parlement, on est en train de travailler sur un document, le commerce électronique, qui cherche à supprimer certaines barrières entre les différents membres de l'Union européenne. Oui, bon, je suis désolé, mais pour l'instant, ça concerne que les membres de l'Union européenne. Donc, certains, à ma droite, seront exclus. Bon, de toute façon, son organisation est une organisation sans frontières, donc c'est une autre approche. Pour vous, c'est formidable. Internet n'a pas de frontières. Donc, même si vous quittez l'Union, vous pourriez participer à d'autres alliances, d'autres coalitions. Donc, on veut faciliter l'accès aux différents contenus, même des contenus d'autres pays. Actuellement, il peut y avoir des problèmes d'accès. Donc, il faut les mêmes offres à la même valeur qu'on obtienne ce que vous cherchez de l'Italie ou de l'Allemagne. Parfois, les sites ciblent les marchés différemment. Donc, si vous voulez réserver une voiture ou une chambre d'hôtel, vous pourrez peut-être avoir un prix différent. Mais maintenant, avec cette première étape, tout le monde pourrait choisir le prix le plus avantageux. Ça va faciliter la vie pour les citoyens européens. Ils vont se rendre compte qu'ils font partie vraiment d'un grand marché et qu'ils peuvent donc travailler en Europe où que ce soit, qu'ils peuvent créer une activité. Des amis m'ont dit c'est plus facile d'exporter si vous êtes en Chine que si vous êtes en Europe, parce que en Europe nous avons 28 mentalités, des langues différentes, des législations, des règles très différentes. Donc progressivement, nous voulons éliminer ces barrières pour qu'on instaure une vraie économie électronique. Mais pour cela, il faut former les citoyens et les jeunes au chiffrement. Si vous n'avez pas des compétences en informatique très vite, vous pourriez vous trouver exclu de ce monde. Donc, pour avoir une société vraiment civique grâce à la technologie, il faudra éduquer, former. Il faudra que le Wi-Fi soit gratuit. Il faudra fournir un bon accès à Internet. Alors, nous avons un autre projet, Wi-Fi pour l'Europe, avec des endroits donnant un accès gratuit au Wi-Fi, même si cela peut être difficile. On essaye de financer des infrastructures aussi. Je me souviens d'amis qui m'avaient dit on ne peut pas quitter Londres parce que si on déménage, les connexions Internet deviennent très lentes. Donc, c'est catastrophique pour les entrepreneurs. Il faut renforcer ces nouvelles technologies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2008 lors de la crise? Je pense qu'en fait, le système a échoué, n'a pas réussi à protéger des citoyens, des contribuables à travers le monde. Et la réponse était de développer des nouvelles technologies. Il faut développer la confiance à nouveau. Je pense que, en fait, les citoyens
ont perdu confiance. Ils ont moins confiance dans leur gouvernement, dans leur banque et plus confiance peut-être dans les outils en ligne, même en blockchain. Donc, nous avons des opportunités pour utiliser cette technologie afin de restaurer cette confiance et afin d'encourager les citoyens à jouer un rôle actif. Merci. Vous avez évoqué plein de problématiques intéressantes. Jeff, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous voulez ça? Bon, qu'est-ce qui peut donner le citoyen l'impression d'être puissant? Bon, ici, vous avez tous ce sentiment déjà, mais je parle de vos voisins, de vos cousins, etc. Alors, il y a 4 domaines où CivicNet peut vraiment apporter une contribution. D'abord, on a besoin d'informations, de données fiables pour pouvoir prendre les bonnes décisions démocratiques. Et là, l'Internet est à la fois un fléau et une bénédiction. Beaucoup de militants Civic Tech, en fait, cherchent de nouvelles façons d'ouvrir l'accès aux données, des données concernant l'économie, l'environnement, des capteurs qui vous donnent la qualité de l'air, donc des informations plus détaillées pour comprendre comment l'administration dépense vos impôts. Plus de responsabilités à tous les niveaux. Mais là, il reste encore beaucoup de choses à faire pour vérifier que cet univers d'information se comporte de façon responsable avec des données qui sont vraies et fiables. Deuxième point, vous avez besoin de compétences, comme ma voisine a dit, il faut apprendre aux enfants à faire du chiffrement. Nous en avons beaucoup travaillé au Royaume-Uni à travers des clubs, des programmes pour les écoles. Donc ça fait partie de l'éducation de base, comprendre comment concevoir une application, comment travailler avec des robots. Mais pour la société civile, bon, la Corée me vient à l'esprit. La capitale, Séoul, est peut-être vraiment à la pointe si on regarde l'utilisation du Civic Tech. Le gouvernement, en fait, a lancé toute une série de formations sur les données pour que tout le monde comprenne comment on peut utiliser les données pour travailler. Et bon, en Europe, je pense qu'on est un petit peu à la traîne comparé à la Corée, qui développe vraiment une capacité très large auprès de la population générale. Troisièmement, il faut pouvoir participer au processus décisionnel et à l'élaboration des politiques. Il y a différents outils que nous avons conçus avec d'autres partenaires européens permettant aux citoyens de proposer les politiques, de faire des remarques, d'améliorer en fait les idées d'action politique avant que les décisions soient prises, travaillant parfois avec les décideurs politiques. Alors, à Paris, je pense, un programme de 100 millions d'euros par an, 30 millions pour les enfants dans les écoles de différents quartiers. Donc, c'est vraiment un vrai effort de développer, si vous voulez, le pouvoir des citoyens et leur impression d'avoir un mot à dire grâce à ce financement. Et puis, il faut pouvoir donner suite et voir si vraiment ce qu'on dit faire en votre nom est fait. Alors, depuis des années, nous avons développé des outils pour voir quels sont les résultats des politiques par rapport au bien-être, par rapport à l'emploi, par rapport au chômage. Donc, quand vous contactez vos représentants politiques, vous pouvez leur demander de rendre des comptes sur la base de faits et de données probantes, plutôt que sur la base de oui-dire. Alors, Virgile, bon, on a parlé du côté engagement des citoyens. Qu'est-ce que vous pensez côté technique? Bon, je vais peut-être me lancer un petit peu à contre-courant. Si vous voulez bien, je voudrais revenir à quelque chose que Jeff a dit tout à l'heure. Civic Tech a beaucoup été utilisé en dehors des institutions publiques, des pétitions en ligne, des données ouvertes, open data a été largement accueilli par la société civile. Alors, de mon point de vue, et là on essaye d'avoir un impact, c'est que si les institutions essayent d'adopter ces outils, de créer une culture d'ouverture, de coopération,
de créer des politiques, des actions publiques ensemble. Qu'est-ce que nous avons observé? Ben, oui, ces outils sont passionnants pour les citoyens et pour les institutions. On sait tous qu'il y a une crise de confiance de la part des citoyens vis-à-vis de la démocratie et vis-à-vis de leurs représentants. Donc, beaucoup d'élus pensent, ah ben voilà, une solution potentielle. On peut peut-être utiliser ces outils au moins pour donner l'impression de rendre des comptes. Donc, essayons, pourquoi pas. Très bien. Un nouvel outil formidable pour pour élaborer des budgets participatifs, pour consulter lors de l'élaboration de nouvelles lois, etc. Mais qu'est-ce que mon expérience m'a montré? Bah, quand on crée un espace en ligne, et nous sommes bons, hein, les outils nous permettent de faire ça sans beaucoup dépenser, mais la réponse est décevante, avec très peu de participation. Bon, en France, la loi Le Maire sur les écosystèmes, là, ça a suscité une bonne réaction avec environ 20 000 personnes qui ont répondu. Mais bon, en fait, c'est relativement limité par rapport à la population. Bon, moi, je suis responsable de logiciels. J'adore le chiffrement, les codes, l'encryption, les ordinateurs, mais cela ne sera jamais suffisant. Et c'est pour cela que j'ai créé Open Source Politics, parce que chaque fois qu'il y a une discussion, je pense qu'il faut qu'il y ait des discussions préalables avec les citoyens, mais cela n'est pas suffisant. Il faut quand même continuer à utiliser les solutions hors ligne. Et il faut beaucoup travailler au sein des institutions pour investir, pour vraiment dialoguer avec les citoyens et pour être vraiment représentatif. Alors bon, nous avons eu quelques bonnes expériences avec des petits projets à l'échelle locale, mais toujours un problème de manque de participation. Alors, une expérience qui m'a frappé, c'est ce que font les grandes villes espagnoles. Je vais donner un exemple. Madrid, Barcelone. Madrid et Barcelone échangent au niveau des dirigeants politiques. Ça fait partie de leur ADN d'être inclusif. Et chaque fois qu'ils lancent une nouvelle plateforme, ils essayent de modifier la relation de pouvoir pour aller au-delà de consultation. Ils lancent plusieurs idées. S'il y a une idée qui est approuvée par plus de 40 000 citoyens, la municipalité va lancer un vote et si la réaction est positive, ils vont mettre en place cette loi. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une démonstration de ce qu'on peut faire. Alors, ils arrivent en Espagne, ils se rapprochent de la population, mais c'est peut-être parce que leur société civile assume ce rôle de participation et ils veulent, en fait, ceux qui sont au pouvoir veulent être vraiment représentatifs. Donc, en fait, ça fait partie de leur volonté politique et ça fait partie de leur culture. Virgile, you hit on something quite interesting. Oui, Virgile, le point que vous avez soulevé est intéressant. Cette approche, cette nouvelle approche qui est prise par les institutions, une approche proactive, participative, en partant du bas vers le haut. Et cela a permis à la Civic Tech de croître au cours des 10 dernières années, puisque au départ, il s'agit d'une technologie qui était complètement différente, qui justement visait à combattre cette approche de haut en bas des institutions. Alors comment est-ce que l'on réconcilie cela? Parce que, bien sûr, nous voulons que
les institutions européennes, les grandes institutions participent à ce type d'espace, mais sans perdre cette approche qui part du bas et des citoyens. Et ces technologies de transformation, ces technologies qui bouleversent tout. Alors comment est-ce que l'on peut concilier ces deux approches? Oui, je pense que les exemples de Barcelone et de Madrid sont extrêmement intéressants. C'était les deux pilotes de ce type de projet. Les technologies ont été adoptées et soutenues par les candidats. L'idée, c'était que les citoyens puissent participer au programme de candidature. Il y a eu un engagement en ligne et hors ligne qui était très important pour discuter et débattre de sujets comme le logement, etc. Donc on partait sur quelque chose qui était en dehors du système. Et puis maintenant, ils ont intégré ces outils au fonctionnement des municipalités à Madrid et à Barcelone. Et donc les citoyens peuvent soumettre directement des idées, commenter. Et donc, ils ont compris qu'il fallait associer le en ligne et le hors ligne. Et il fallait qu'il y ait des rencontres, des vraies rencontres face à face, parce que sinon, il y avait les distorsions dont on vient de parler. Et je pense que les deux pays, les deux villes ont réussi à maintenir un niveau d'engagement très élevé, à la fois en ligne et hors ligne, et que cela reflète bien la composition en âge et en diversité de la ville. Et donc cela répond en partie à votre question, mais cela montre que cela ne peut pas non plus être programmé. Il faut trouver donc une association entre ces campagnes qui partent de la base et puis l'intervention de l'État. Alors, je vais voir si j'ai bien compris la question. Comment peut-on aider ces technologies à être adoptées par les citoyens? Eh bien, je pense que les citoyens parfois manquent de confiance. Il y a tellement d'applications, l'application dans le domaine de la santé par exemple, et qui donc utilisent des données, essayent d'identifier une maladie avant même qu'elle se déclenche ou qui vous aident à améliorer votre prise de médicaments. Et donc ces applications ne sont utiles que s'ils l'utilisent, et ils n'en utilisent que 1 sur 100. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas à quelle application ils peuvent faire confiance. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de trouver une méthode pour vérifier, certifier certaines applications, dire que les gens peuvent leur faire confiance, qu'elles ont été conçues par des scientifiques. Alors ce n'est pas facile, mais il faut faire en sorte que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, les citoyens peuvent avoir un recours, récupérer ce qu'ils ont perdu, que ce soit des données, leur protection de la vie privée ou autre. Donc il faut une législation adaptée, équilibrée, qui protège les citoyens sans pour autant entraver l'innovation. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et je pense que très souvent, les décideurs politiques ne comprennent pas très bien ce processus d'innovation. Si vous leur demandez comment ils font, comment on peut avoir accès aux réseaux sociaux, eh bien très souvent, ils ne savent pas. Hein. Même les jeunes, ce sont leurs assistants qui s'en occupent. Par exemple, des fois, ils viennent me voir, ils me disent comment est-ce que je fais pour ouvrir un compte Twitter. Alors, ce n'est pas facile. Parfois, j'organise des événements sur la technologie blockchain, qui est fantastique, et je vous demande combien d'entre vous ont des portefeuilles électroniques, et puis personne n'en a. Il y a peut-être 3 personnes sur 80, 100 personnes qui en ont. Donc, il faut tout d'abord que les décideurs politiques comprennent la technologie avant de pouvoir adopter ou rédiger les bonnes législations. Nous avons des personnes qui travaillent très rapidement, des DG qui permettent de financer certains projets, certains entrepreneurs pour financer des hubs de technologie. Mais je pense que l'on peut faire beaucoup mieux que cela. Il y a également des projets pilotes à travers nos agences
l'EIT, par exemple, c'est une agence qui organise des leçons, des formations de code pour les filles. Par exemple, on leur apprend le langage Python pour qu'elles puissent avoir leur propre blog, propre site, et cela permet d'attirer plus de femmes. Parce qu'ici, si on regarde, il y a le public est assez équilibré, hommes-femmes, mais en général, ce n'est pas le cas. Il y a en général quasiment que des hommes et les gens me regardent bizarrement lorsque j'interviens. Et donc il faut changer cela. Et donc en permettant à ces technologies de s'épanouir, nous pouvons avoir un meilleur équilibre des générations. On en a parlé, les jeunes ne se déplacent pas pour voter, bien que leur avenir dépende des élections. Bon, si on regarde le Brexit par exemple, les jeunes ne voulaient pas le Brexit, mais ils ne se sont pas déplacés pour voter. Donc il faut améliorer le système de vote et la démocratie ouverte est un exemple. Il faudrait la tester dans des villes, par exemple, ou pour des décisions qui ne sont pas essentielles, parce qu'il s'agit d'une technologie en cours de développement. Mais je pense que ça sera plus facile pour que les jeunes votent grâce à des applications, puis également pour les personnes qui sont à l'étranger. C'est toujours compliqué. Il y a tellement de citoyens aujourd'hui qui ne travaillent pas dans leur propre pays et qui ne peuvent pas se déplacer pour voter, mais qui souhaitent quand même participer aux élections. Donc il y a des besoins, il y a des financements, il y a des projets pilotes. Nous recevons toutes les propositions, nous examinons toutes les propositions. Nous essayons de créer des hubs où les citoyens auront accès à toutes les informations. Nous essayons nous organisons des événements comme celui-ci au sein du Parlement pour informer sur ces technologies et pour permettre aux décideurs de prendre leurs décisions en s'appuyant sur toutes les données scientifiques disponibles. Oui, intervention extrêmement intéressante. Je pense que l'information peut être utilisée à des fins très positives. Mais bien sûr, cette information peut également être une source de risque. Donc, c'est le cas pour toutes les technologies. Il se posent les questions de la sécurité, de la protection de la vie privée, des risques potentiels. Je me demandais si vous pouviez peut-être nous expliquer quels sont les risques associés à cette technologie civique. Eh bien oui, il y a une élection qui va avoir lieu dans mon pays demain. Je ne vais pas faire de prévision des résultats, mais nous avons une analyse sur les candidats au Parlement et seuls 8% ont une formation en sciences et technologies par rapport à 42% des jeunes diplômés qui sortent de l'université. C'est la même chose en Allemagne et dans d'autres pays. Au Parlement européen, c'était l'exception puisque 25% des parlementaires ont une thèse. Vraiment, les gens sont extrêmement éduqués, mais en général, c'est plutôt les parlements sont composés essentiellement d'avocats ou de politiciens de carrière. Ce qui signifie que les gens qui rédigent, qui rédigent les lois sur les technologies n'ont pas le parcours, les connaissances nécessaires pour le faire. Et donc je pense qu'il y a vraiment un travail énorme. Il faut former, éduquer les décideurs. Et on ne sait pas qui joue ce rôle actuellement. Donc je demanderai à tous les parlements, y compris à l'OCDE, d'envisager des cours et des formations pour permettre à ces décideurs de comprendre mieux ce contexte. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop d'avocats ici parmi nous, ou de juristes, parce qu'effectivement, je pense qu'on a besoin de moins de juristes et de plus d'ingénieurs. C'est difficile, même les membres du Parlement européen ne participent pas à ces formations sur les nouvelles technologies parce que tous les jours, ils doivent convaincre leurs citoyens qu'ils sont en train de travailler en faveur des droits de l'homme, de l'égalité, de l'environnement, de l'emploi, etc. Donc les nouvelles technologies ne sont pas une priorité. Et en tout cas, je ne sais pas si c'est nécessairement mauvais, parce qu'au moins, on ne va pas prendre de décisions qui risquent d'entraver leur développement. L'OCDE
a montré que il y avait 100 milliards de coûts cachés. Et si les décideurs comprenaient quels étaient les avantages de réduire ces processus administratifs ou les coûts de transaction, cela dégagerait des montants extrêmement importants pour réduire les inégalités et leur permettre d'être réélus. Donc, pour résumer, je pense qu'il faut dire qu'il faut augmenter la participation des décideurs et des citoyens. Alors, concernant le problème d'information en ligne, comment nous le traitons? Lorsque l'on pense au traitement de l'information, qui traite ces informations et quel est leur avis par rapport à la technologie civique, donc Twitter, Google, Facebook, etc. C'est intéressant parce que ils sont de plus en plus impliqués. Si vous regardez TikTok, c'est un événement qui est organisé par ma société. Facebook et Google sont des partenaires importants et ils s'intéressent de plus en plus à cette question. Donc Google, par exemple, va vous envoyer une alerte lorsqu'il faut vous inscrire sur les listes électorales. Google va permettre de comparer les programmes. Je pense que pour la technologie civique, le défi est, j'ai essayé de le dire auparavant, est que de plus en plus la démocratie se passe en ligne. Bien sûr, il y aura toujours des institutions physiques, des discussions en présentiel, mais de plus en plus, ces activités se passent en ligne. Il faut donc que cela soit transparent, ouvert et incorruptible. Lorsque l'on pense aux États-nations qui ne sont pas, lorsque l'on dit que ce ne sont pas nécessairement les meilleurs niveaux de gouvernance aujourd'hui, et que les résultats des élections n'ont pas forcément été les meilleurs si vous êtes plutôt progressiste, et qu'il faut changer d'échelle, il faut peut-être une échelle plus régionale, plus internationale, quel est le bon niveau de gouvernance. Et ensuite, on réfléchit à un État, à un acteur international, post-nation, post-État. On pense à Facebook, on pense à Google. Ce sont des acteurs qui ont pour slogan de bien se comporter. Et effectivement, il y a une démocratie numérique. Beaucoup de choses sont transformées par nos activités en ligne. C'est comme ça que l'on accède à l'information. Et ces entreprises essayent de se comporter bien ou de ne pas se comporter mal. Et donc, il faut créer des espaces d'accès à l'information, des espaces pour élaborer les politiques. Donc, lorsque vous parlez de la technologie blockchain qui est fantastique, c'est également pour ça. L'Internet, c'est génial, mais c'est aussi une grosse source de problèmes. Alors les gens disent on pourrait faire tout ceci, mais il pourrait y avoir des problèmes sur tel et tel point. Et effectivement, tout cela s'est déjà produit. Alors la question est de savoir comment créer une nouvelle infrastructure d'Internet pour prendre en compte une gouvernance bénéfique. Et certains défenseurs du blockchain s'interrogent sur comment créer un système totalement incorruptible, complètement transparent, qui permette d'accéder à l'information et de prendre des décisions ensemble. Je pense que c'est un défi énorme auquel nous serons confrontés au cours des prochaines années. Parce que si vous regardez une carte du monde et vous regardez quels sont les services Internet qui sont le plus utilisés, vous voyez les États-nations, les véritables États-nations. Vous voyez Facebook, Yandex. Et c'est là le défi véritable. Merci. Donc nous défendons ici le Civic Tech, la technologie civique. Et je voudrais vous demander si cela fonctionne. Je ne suis pas très populaire dans mon organisation parce que je m'occupe de la recherche et tous les autres
construisent quelque chose de concret, quelque chose de chouette. Donc voilà, nous ici on dit que la technologie fixe c'est positif, on voudrait que cela soit plus répandu, mais comment est-ce que nous savons exactement que cela fonctionne et que c'est bénéfique? Oui, c'est une bonne question. Eh bien, la réponse est simple. Nous ne savons pas encore exactement. Et on ne sait pas comment on peut savoir que cela fonctionne. Il y a une version de la technologie civique qui aide la démocratie à prendre des décisions plus intelligentes en utilisant l'expertise des citoyens qui ont une très bonne connaissance de ce dont on discute et cela peut représenter un très faible pourcentage de la population. Donc ça, c'est une tendance positive, mais ce n'est pas encore prouvé. Ensuite, certaines personnes disent que cela permettra aux citoyens d'avoir plus confiance, de se sentir mieux représentés. Je ne pense pas qu'on ait encore d'exemples concrets pour vous prouver cela. Et puis, il y a quand même des mauvais exemples sur différentes initiatives en matière de transparence ou de circulation de l'information qui ont en fait contribué à plutôt de la méfiance. Donc, pour répondre à votre question, je voudrais donner un exemple, l'exemple de Taïwan. Je ne sais pas s'il y a des Taïwanais dans la salle aujourd'hui, je ne crois pas. C'est une histoire très intéressante. Un groupe de hackers a occupé le Parlement il y a quelque temps avec des revendications diverses. Et le leader de ce groupe, après les élections, est devenu ministre du numérique. Et à travers un projet qui s'appelle V-Taiwan, il a essayé de complètement réformer la manière dont le Parlement prend ses décisions, avec des principes différents. Donc tout d'abord un processus explicite qui permet d'utiliser l'expertise des citoyens, leurs sentiments, puis de regarder toutes les possibilités avant de passer au processus de prise de décision par le législateur. Donc nous avons besoin d'avoir de nombreux exemples de ce type avant de pouvoir savoir si cela a conduit à une meilleure qualité des décisions et au fait que le public se sente plus confiant envers le système. Et puis bien sûr, il y aura des résultats positifs et négatifs. Mais j'ai du mal à croire que donc un public comme en France, à Taïwan, qui dans le reste de leur existence, donc que ce soit en musique, pour faire les courses, pour tout, utilisent l'Internet ou le font en ligne, je pense que le gouvernement, le processus de gouvernance ne pourra pas rester hors ligne. Ça me paraît complètement improbable. Donc je retourne quasiment à la question en disant comment est-ce qu'on peut prouver que la gouvernance offline conduit à de bonnes décisions? Parce que je ne pense pas que ce soit le cas actuellement. Oui, c'est une question complexe, encore une fois. Oui, je dirais que cela se produit actuellement, mais pas aussi rapidement que ce que l'on pourrait attendre. Comme je l'ai dit, nous devons apprendre aux citoyens à utiliser ces technologies et à en bénéficier. Alors tout d'abord, il faut qu'ils comprennent comment cela peut transformer leur vie. Et donc, lorsque vous utilisez ces nouvelles technologies, les résultats peuvent être plus rapides, de manière plus efficace, des résultats de meilleure qualité, des résultats plus sûrs parfois et moins onéreux. Et donc, tout cela est positif pour les citoyens dans leur vie quotidienne. Comme je l'ai dit, le commerce électronique pourrait énormément aider. Il pourra aider de nombreux entrepreneurs, y compris les femmes qui doivent rester à la maison pour s'occuper de leur famille. Elles peuvent travailler en ligne, elles peuvent avoir leur propre entreprise à la maison. Donc c'est une véritable opportunité pour eux. Les municipalités, si les municipalités, les villes adoptent ces technologies, les villes deviendront plus sûres, il y aura moins de processus de lourdeur administrative. En Estonie, par exemple, il y a le vote électronique qui existe déjà. Vous pouvez voter en ligne. Cela accroît la participation électorale. C'est plus facile.
Également, les registres fonciers dans certains pays sont en ligne, ce qui réduit la paperasse et la bureaucratie. On peut également avoir une carte d'identité en ligne. L'Europe y travaille au cours le crédit en ligne, pardon. Donc, avec 2 ou 3 étapes de vérification. Et cela pourra permettre d'utiliser tous les avantages de la technologie civique. En fait, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des services moins coûteux. Et je dirais que FinTech a beaucoup permis d'améliorer cela. Cela permet d'avoir accès plus facilement au financement. On vient de voter le directive PSD, ce qui oblige les banques à partager leurs données de manière anonyme, mais donc les entreprises qui cherche du financement peut obtenir une certification de la part de la banque et donc il y a une possibilité de crowdfunding pour des sociétés qui n'auraient pas accès à un crédit bancaire. Donc la banque ouverte, le open banking, est quelque chose de très récent. Et cela touche également la science, donc avec toutes les données scientifiques, les recherches, les résultats de recherche sont disponibles. Et je pense que le gouvernement ouvert est l'étape suivante. Nous allons y arriver, cela prendra un peu de temps, mais nous allons dans la bonne direction. Ce qui est important, c'est de savoir que l'innovation ne peut pas être interrompue ou arrêtée. Nous devons la faciliter. Nous devons expliquer aux citoyens comment ils vont en bénéficier. Comme je l'ai dit, cela peut leur faciliter la vie, cela peut leur permettre d'économiser de l'argent, de protéger leurs données, d'avoir accès à des meilleurs systèmes de soins. Ils peuvent avoir accès à un médecin, par exemple en ligne. Et il faut le faire tout en protégeant nos citoyens. Parce que, si j'en reviens à l'exemple de la santé, il y a eu un cas où une femme partageait ses informations au sujet d'une maladie chronique sur une application. Et les interlocuteurs, les tiers avec lesquels elle a partagé ces données, l'un des interlocuteurs était sa compagnie d'assurance et ensuite ils l'ont exclu. Donc il faut faire en sorte que cela ne soit pas possible. Il faut que tout soit anonyme et une personne qui utilise ces informations à mauvais escient doit être pénalisée, sanctionnée. Donc il faut bien penser à protéger les citoyens en même temps. Je ne pense pas qu'on puisse répondre par oui ou par non. On a vu des améliorations grâce à cette technologie civique et de façon de rendre le gouvernement plus ouvert. Donc tout cela est déjà une réponse positive. Et tous ces euros qui ont été dégagés par des budgets participatifs sont également des côtés des positifs de cette technologie. Et je suis très enthousiaste. Alors après, pour savoir si cela marche ou non, on parle là du processus dont Jeff a parlé. Les données, l'éducation, le fait de travailler ensemble. J'aime beaucoup le modèle du Loch Ness, de la démocratie électronique. C'est quelque chose qui est expliqué dans des travaux de la Banque mondiale sur la manière dont ces technologies peuvent améliorer la qualité de vie et le développement dans les pays en voie de développement. C'est un processus en 4 étapes. Première étape, l'ouverture des données. Deuxièmement, les citoyens doivent pouvoir participer. Ensuite, troisièmement, ils doivent pouvoir collaborer. Et il ne s'agit pas uniquement d'un processus consultatif. Et puis, dernière étape, où les citoyens deviennent responsables. Et
les institutions publiques servent de plateforme pour faciliter ce processus d'élaboration et de prise de décision collective. Donc cela dépend de là où vous vous trouvez dans le processus. Je pense que nous en sommes au tout début, mais je pense que lors du deuxième stade ou plus tard, je suis très enthousiaste et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Super. J'ai regardé les commentaires que nous avons reçus, les questions en ligne. On nous demande quelles sont les questions concernant l'échelle et puis les effets de ces technologies dans les pays du Sud ou développement. Est-ce que cela ne concerne que les pays riches au nord ou est-ce que cela peut également améliorer la situation dans les pays du Sud? Oui, je pense que l'on parle là vraiment d'un mouvement, d'une dynamique globale, inhabituelle. Ce n'est pas le Nord qui dirige et le Sud qui suit. Une des zones les plus dynamiques est l'Afrique de l'Est, avec Nairobi, par exemple, qui a créé de nombreuses idées et qui sont suivies dans le monde, comme Achaïdi, par exemple, et d'autres ont suivi également. L'Afrique avance à un rythme incroyable. L'Inde également, avec le nouveau projet, un nouveau projet qui fait participer 1 milliard de personnes, avec donc des innovations financières incroyables. Et donc, cela va continuer. L'Inde est particulièrement fertile en nouvelles idées. La Chine également, avec des technologies civiques qui se donnent la priorité à l'environnement, l'air, la qualité de l'air, plutôt qu'à la démocratie. Mais cela change le processus décisionnel. En fait, les vieilles démocraties sont celles qui résistent le plus à la technologie civique parce qu'il y a des institutions établies, les parlements, où il faut pousser la porte pour pouvoir ensuite aller voter. Et donc le système est dominé par ces vieilles assemblées. L'Estonie est moteur parce que les dirigeants sont tellement jeunes. Et donc, je pense que les grandes avancées vont venir des endroits où on s'y attend le moins. Par exemple, les budgets participatifs ont été lancés au Brésil et l'idée est utilisée maintenant à Paris ou au Portugal. Et en fait, elles ont adopté, ces villes ont adopté, ces pays ont adopté des idées qui venaient du Sud. Donc, il y a vraiment des apprentissages mutuels. Il y a 3 mois, nous avons publié Nesta a publié une étude sur la démocratie numérique et cette étude comprend des exemples du monde entier. Et on n'a pas encore des résultats vérifiés. Cela commence à prendre de l'ampleur, mais c'est vraiment des questions très intéressantes. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Qu'est-ce qui se passerait si demain tout le monde était engagé, que nous avions une démocratie ouverte où tout le monde pouvait voter en ligne pour tout? Eh bien, je pense que cela pourrait être une source d'énormes catastrophes, parce que tout d'abord, il faut informer les citoyens, il faut les éduquer. Parfois, l'écart entre offline, hors ligne et en ligne est énorme et donc il faut construire des passerelles. Parce que si j'appuie sur un bouton et je dis oui, je veux que cela change, c'est plus facile de le faire sur le téléphone. Mais si cela se produit, cela peut bouleverser votre vie. Et je ne suis pas sûre que tout le monde soit à même de comprendre cela, de comprendre les conséquences en matière de décision. Donc il y a une présentation au Parlement sur le registre distribué et la manière dont vous pouvez l'utiliser pour le vote. Et on a parlé il y avait une application de démocratie qui permettait de voter et de voir les résultats en direct et on pouvait revoter si on n'aimait pas le résultat. Bon, je crois qu'au Royaume-Uni, vous n'avez pas eu cette chance, mais il y a
un moment où il faut s'arrêter. Il faut qu'une décision soit prise et cette décision aura des conséquences. Donc il faut comprendre que ce que vous faites en ligne a des conséquences sur votre vie quotidienne. Donc il faut combler cet écart de compréhension. Et en Suisse, il y a des référendums tous les 6 mois, je crois, mais ce n'est pas le cas dans d'autres pays où ils peuvent voter contre quelque chose, mais ils ne veulent pas, les gens ne veulent pas nécessairement quelque chose pour lequel ils n'ont pas voté, et cela peut se produire. Donc il faut réellement éduquer les citoyens, cela demande du temps, il faut que l'on s'ajuste, on parle de l'Internet des choses, de l'Internet de l'information, de la valeur, etc. Et la moitié de la population n'a pas accès à Internet. Alors, qu'est-ce qui se passera si on avance trop vite, même trop vite pour le législateur? On a parlé d'intelligence artificielle. On crée des systèmes à cause des recherches. Donc, si vous regardez sur Google, sur Facebook, cela crée un système de recherche et cela vous suggère par exemple que vous avez besoin d'aller en vacances et cela peut créer des besoins qui ne sont pas réels. Il vous suggère d'acheter quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Ils peuvent également changer votre comportement, votre humeur. Et il y a eu des expériences sur la manière dont on pouvait changer votre humeur par une activité en ligne. Et donc il faut protéger les citoyens de tout cela. Il faut leur expliquer que lorsque leur fil d'actualité change, tout le monde ne voit pas le même fil d'actualité. Il faut qu'ils en soient conscients et qu'il faut que nous soyons prudents. One brief comment on this very. Juste pour rebondir sur la question du vote. Pendant des décennies, on s'est dit que la démocratie numérique signifiait nécessairement davantage de votes. Voilà, un peu comme les likes sur Facebook, la démocratie liquide ou délégative. Donc c'était l'avenir que l'on voyait, des votes à longueur de journée sur des centaines de questions. Or, nous l'avons vu avec les référendums, ce n'est pas là le côté le plus brillant des démocraties. Les élections font partie, les votes font partie d'un écosystème, de la société civile, naissent de débats. Et nous nous sommes tournés vers une démocratie numérique qui est moins concentrée sur le vote en tant que tel, mais plutôt sur une meilleure élaboration d'idées, une manière plus intelligente d'élaborer des idées et peut-être moins de votes même. C'est tout à fait à l'opposé de ce qu'on pensait il y a 20 ou 30 ans. On imaginait un monde où tous les citoyens votaient tout le temps et c'est vraiment une vision apocalyptique de l'avenir. Et les projets qui sont plutôt positifs essayent d'aiguiser l'intelligence du citoyen autour du processus du vote plutôt que se concentrer sur le vote. Nous devons également protéger la liberté d'expression, tout en étant prudents. Alors, on voit bien lorsqu'il y a des élections qu'il y a un élément qui est viral en ligne et qui est faux et qui peut avoir une influence sur le vote, eh bien c'est un problème. Donc, il faut bien comprendre que ce sont des algorithmes qui vous montrent des points de vue et qu'il y a d'autres points de vue qui peuvent avoir un impact sur votre quotidien et sur votre vie. Oui, nous avons déjà parlé de l'ère post-vérité, des nouvelles qui sont fausses. Et d'ailleurs, les commentaires que j'ai lus portent sur là-dessus, à savoir comment est-ce que les civic tech peuvent lutter contre les caisses de résonance, lutter contre des nouvelles qui sont fausses, des informations qui sont fausses. Donc je suis ravie de vous entendre parler de ça. Alors, il nous reste 25 minutes à peu près. Je pense qu'il serait raisonnable de passer aux questions. Alors, nous avons parlé des opportunités, des risques assortis au civil tech. Et maintenant, j'aimerais que l'on fasse un sondage, maintenant que vous avez écouté les panélistes. J'aimerais avoir votre avis sur la question suivante. Est-ce que vous pensez que les civil tech sont une bonne chose pour la démocratie ou plutôt une mauvaise chose pour la démocratie, positif ou négatif? Si vous pouviez voter, ce serait parfait.
Et si on peut avoir affiché les résultats, donc les civic tech, plutôt bons ou plutôt mauvais pour la démocratie? On aurait peut-être dû organiser ce sondage avant et après le panel. Car avant cette discussion, j'aurais peut-être voté bon, mais après le panel, j'aurais peut-être eu quelques doutes. Bien, nous y reviendrons tout à l'heure. Y a-t-il des questions dans le public? Allez-y. Bonjour, je suis Tim Hughes. Je voudrais rebondir sur cette discussion. Mon organisation Involve travaille sur des initiatives de coopération de délibération, mais une autre tendance nous dit que les meilleures décisions viennent de groupes beaucoup plus hétérogènes. Et car lorsque les décisions donc, sont élaborées par des groupes plus petits et plus concentrés, eh bien, cela fait ressortir un certain nombre de biais et de préjugés. Et j'aimerais savoir, selon vous, où est-ce que les civic tech se positionnent sur ce débat-là? Et notamment sur la question de vote et de sondage donc à plus grande échelle et d'interaction humaine à plus grande échelle. Virgile, je pense que Jeff l'a plutôt bien expliqué tout à l'heure. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce qui a été dit sur le référendum, juste parce que bon, l'issue n'a pas été très positive dernièrement. Avec le Brexit, on voit bien que le vote donc non, non, je ne veux pas rester au sein de l'Union européenne, eh bien, en réalité, exprimait beaucoup plus de choses. Je pense que d'autres formes de participation pourraient permettre à ces référendums d'avoir une issue plus positive. Je défends la démocratie liquide. C'est un concept qui est né il y a une dizaine d'années et qui a été mise en œuvre par le Pirate Party en Allemagne. Et il semblerait que pour l'instant, nous n'avons pas encore trouvé la formule magique. La démocratie liquide, en réalité, c'est lorsque vous pouvez voter directement sur une question ou alors faire acte de délégation et demander à quelqu'un d'autre de voter pour vous. Et ainsi de suite. Et en fait, la démocratie liquide se nomme ainsi car on peut déléguer son pouvoir de vote à l'infini. Je pense que c'est un système très intéressant car il reflète bien la manière dont nous évoluons en ligne, puisque nous suivons des internautes, on peut liker leurs propos. Alors, je ne pense pas que l'on puisse avoir une démocratie liquide pour l'Union européenne du jour au lendemain, mais même si dans 10 ans, nous n'avons pas encore tout à fait saisi la manière de mettre en place cette démocratie liquide, je pense tout de même qu'il faut travailler là-dessus. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire sur ces questions et bien sûr, nous attendons vos contributions. Nous avons besoin de votre aide. Je suis également d'accord avec ce qu'a dit Jeff. Le pas franchi par les Taïwanais était réellement un pas pionnier. L'idée était de rassembler des données, de rassembler les personnes qui sont impliquées et de sortir du cadre classique d'un débat, c'est-à-dire argument contre argument type Reddit. C'est aller beaucoup plus loin. C'est en réalité un débat qui est réellement interactif
Par exemple, on peut avoir des vidéos à 360 degrés et avec des personnes qui représentent différentes opinions, différents avis. On peut vraiment aller d'une personne à l'autre, écouter les différents avis, la plateforme utilisée et la plateforme police. Et cette plateforme nous permet de mettre en place des groupes en temps réel, nous permet de dégager des consensus au sein d'un groupe, de dégager les contre-arguments d'un groupe à l'autre. Et donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jeff. Mais je pense, oui, que nous devons travailler encore sur la démocratie liquide et sur la question du vote. Une autre question, peut-être? Bonjour, je suis Evelyne et je suis étudiant. J'ai une question brève. Si nous dépassons les questions purement législatives et technologiques, comment faire en sorte que les populations ont confiance dans les technologies, dans les civic tech? Vous avez parlé des fintech. C'est très intéressant car on voit bien que, en tout cas je pense que cela rend le marché financier plus efficace. Mais lorsqu'on se penche sur les sondages, seuls 8% de la population croit dans les fintech, alors que 10% de la population croit à ce que leur horoscope leur dit lorsqu'ils font un investissement financier. C'est assez fou quand même. Et je pense que le même problème se pose avec les civic tech, surtout dans notre culture. Nous ne croyons pas dans les algorithmes, dans la technologie blockchain. Donc voilà, c'est ma question. Comment faire en sorte que les personnes aient confiance en fait dans les civic tech? Autre question? Bonjour, je suis Edwin La et je travaille pour l'OCDE. Comment faire en sorte que les personnes qui participent au civic tech sont responsabilisées? Y a-t-il des principes de base, par exemple, pas d'anonymat? Faut-il une sensibilisation? Les personnes savent-elles qu'il y a des conséquences à leurs actions en ligne ou dans les civic tech? Très bien. Alors, sur le dernier point que vous avez soulevé et que l'on a vu tout à l'heure plusieurs fois. Alors, dans notre travail, nous essayons de vraiment répartir, diviser le processus démocratique par étapes. Et lorsqu'on s'approche de la phase de décision, eh bien, l'anonymat n'est pas possible, puisqu'il faut être responsabilisé et être redevable. Mais bon, dans les étapes du début, l'anonymat peut être conservé. Ce sont des questions qui sont cruciales lorsqu'on est en train de mettre au point ces outils. Ce que nous allons apprendre dans les années à venir, c'est que le fait que ces outils fonctionnent ou non, eh bien, dépend grandement des questions sur lesquelles portent ces outils. Alors, par exemple, il faut savoir, au pouvoir répondre à la question suivante, faut-il une expertise pour pouvoir voter sur tel sujet? Si l'on parle des fintech, eh bien, pour avoir un avis qui est vraiment toute sa place, il faut avoir quelques connaissances sur les finances et sur les technologies. Sinon, on peut avoir des opinions qui ne seront pas légitimes. Et donc, bien sûr, cela change selon le degré d'expertise. En ce moment, les questions posées concernent les investissements dans les lieux publics, par exemple. Donc, un degré d'expertise qui est plus commun. Ensuite, il y a également la question des valeurs et des principes moraux. La question des principes moraux peut, en réalité, si elles sont détournées ou si ils sont détournés, mener à une polarisation qui n'est pas positive au sein des civic tech. Et donc les questions qui ne dépendent pas en réalité d'une expertise technique et les questions qui ne sont pas trop chargées d'un point de vue moral, eh bien c'est celles qui s'y prêtent le mieux en réalité. Oui, je suis tout à fait d'accord. Lorsqu'on parle de démocratie ouverte ou de démocratie directe, ce sont deux choses différentes. Pour moi, je crois dans la démocratie représentative, je ne crois pas à la démocratie directe.
Certaines personnes n'ont pas le temps de se pencher sur chaque question sur laquelle elles doivent voter. Alors, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Parfois, on peut compter sur ce que l'horoscope nous dit pour savoir comment voter, et nous ne pouvons pas faire cela. C'est pourquoi le dialogue est important. Il faut améliorer notre démocratie. Mais je ne crois pas dans la démocratie directe à cause de toutes les raisons que vous avez évoquées. On peut avoir des conséquences tout à fait catastrophiques si nous n'avons pas en tête tous les points de vue nécessaires pour prendre la décision. Et si on n'est pas responsabilisé suffisamment pour comprendre qu'il y a des conséquences à nos actes et à nos décisions politiques. Donc tout d'abord, il faut une éducation politique, responsabiliser les personnes à chaque décision et ensuite progressivement passer à des votes sur des questions simples et essayer de faire comprendre aux personnes comment ce vote en ligne peut avoir un impact sur leur quotidien. Nous parlons d'un univers virtuel, dématérialisé, où il n'y a pas de frontières, alors qu'il y a différentes croyances, différents systèmes politiques. Or, en ligne, parfois, on ne peut pas avoir cela. Parfois, on a une plateforme où tout le monde peut interagir avec tout le monde. Il faut des règles minimales. Il faut pouvoir protéger certaines communautés et montrer aux citoyens comment ils peuvent interagir les uns avec les autres. Alors bien sûr, je ne veux pas évoquer que les côtés négatifs. Je pense qu'il faut que nous soyons capables de voir le potentiel. La mondialisation s'est produite de manière très rapide. Les citoyens n'ont pas été suffisamment préparés, et même les décideurs politiques. Et ceci s'est traduit dans des attitudes qui sont plus peureuses face à cette mondialisation. Je pense donc qu'il faut un processus plus décentralisé, qui soit plus distributif, tout en faisant preuve de prudence, car cela peut tourner très mal, car tout outil peut être utilisé à bon ou à mauvais escient. Alors, il y a des outils qui vous permettent donc de protéger vos données. Et vous avez posé la question de savoir s'il y aurait davantage d'utilisateurs, s'ils sont persuadés que ces outils ont un impact positif sur leur vie. Et je pense que oui. Je pense que cela fait en sorte que moins de personnes prennent la mauvaise décision. Je pense qu'il faut donc une éducation à ces outils, une formation à ces outils. Alors, en ce qui concerne le sondage que vous avez évoqué sur les fintech, 8%, mais 8% de qui? 8% de la population globale ou 8% des personnes qui savent ce que sont les fintech? Cela change tout. Donc, en effet, il faut une éducation sur ces questions-là avant de mettre en place un sondage. Eh bien, par exemple, on voit que l'opinion que vous formez sur les fintech peut avoir un impact tout à fait direct, et notamment, par exemple, sur un membre de votre famille qui a besoin de financement et qui ne veut pas avoir accès à des financements via la banque classique. Donc, cela nous permet, en somme, d'avoir des processus plus transparents. Je pense que les référendums sont clivants. Si on présente davantage de possibilités à nos citoyens, eh bien, cela peut améliorer la démocratie. Mais le référendum, en réalité, relève d'une toute autre chose. Et je pense que cela peut avoir une incidence sur notre vie si c'est fait de manière adéquate. Je suis tout à fait d'accord sur le dernier point que vous avez soulevé. Si nous souhaitons organiser davantage de référendums, ils doivent être organisés différemment. Par exemple, si on pose la question voulez-vous la paix en Colombie, oui ou non, alors qu'il y a 50 traités au sein d'un traité, le traité de paix,
En Colombie, ils ont décidé de ne pas soumettre ce vote à la diaspora. 9 millions de personnes. Et nous avions ce logiciel pour la démocratie liquide. Nous avons voulu tester ce logiciel. Nous avons travaillé avec des ONG de Colombie. Nous avons travaillé avec la diaspora et nous avons organisé un référendum numérique pour les Colombiens qui ne pouvaient pas voter sur cette question. Puisque, en plus, il y a des personnes qui ont peut-être quitté la Colombie justement à cause du conflit. Donc nous avons mis en place ce référendum. Nous l'avons fait un peu différemment. Et au sein de ces questions, il y en avait 5 ou 6. Et nous avons posé des questions sur les 5 mesures phares du traité. 75 à 80% des personnes sondées ont exprimé leur accord. Et sur d'autres questions liées au traité, 80% étaient totalement contre. Et donc, on voit bien que les personnes étaient contre le fait que d'ex-combattants puissent participer à la vie politique en Colombie. Et donc, ce référendum nous a permis de voir ce contre quoi les personnes votent de manière plus précise. Et donc, cela ouvre la porte à de nouvelles manières de participation citoyenne et nous pouvons nous appuyer sur ces outils technologiques novateurs. Alors, je vois que nous avons subi un échec par rapport à notre référendum en Grèce. Il y a 2 ans, nous avons organisé un référendum dans mon pays. Ce que vous dites, c'est qu'il faut faire attention à la question. Si on revoit la formulation de la question, on pourrait obtenir un résultat, et un résultat que nous ne souhaitons pas obtenir. La question, aimez-vous ou appréciez-vous les mesures d'austérité? Eh bien non. Et oui, bon, le gouvernement a ignoré la réponse. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors, écoutez-moi, car c'est quand même un cas d'étude qui est très intéressant. Et cela nous permet peut-être de mieux comprendre la mentalité de citoyens, ou des Grecs en particulier. 40% ont voté oui, ont répondu oui. Et on peut se dire, mais comment ça? Qui pourrait bien apprécier les mesures d'austérité? Eh bien, le gouvernement s'est dit, alors oui, nous avons obtenu une victoire grâce à ce référendum, car on voit bien que la majorité sont contre et on aura un meilleur accord. Mais l'accord était pire. Il y avait un contrôle des capitaux, les conditions étaient encore plus dures, notre économie était asphyxiée suite à cette décision. Et personne n'avait dit aux citoyens que si vous votez non, eh bien cela pourrait signifier que vous allez avoir en réalité un accord qui serait pire pour votre quotidien. Est-ce que vous êtes prêt à l'accepter? Donc la formulation de la question est d'une importance clé. Les gouvernements peuvent manipuler les citoyens et leur demander de voter pour quelque chose. Tout le monde est pour la paix dans le monde et on pourrait obtenir un oui facilement. Et c'est la même chose pour la formulation de la question sur l'austérité. Il faut expliquer aux citoyens ce sur quoi ils votent exactement. En Grèce, ils avaient l'impression de voter contre l'élite, contre les dirigeants politiques qui ont échoué. Bien sûr, je voulais voter non. Mais je savais que le vote ne portait pas sur cela. Personne ne pourrait contribuer financièrement à ce non. Et aujourd'hui, nous en payons le prix fort. Je pense que c'est très dangereux pour les citoyens. Et on voit bien que les dirigeants politiques peuvent commettre des erreurs et que nous pouvons avoir de mauvais gouvernements. Donc je suis d'accord, c'est un outil positif pour améliorer la démocratie, mais nous devons y aller progressivement. Il faut que la société et que les citoyens soient prêts afin de tirer profit de ces outils technologiques. Oui, je pense que les ressortissants britanniques comprennent tout à fait toutes ces questions qui ressortent des référendums. Alors, dernière question. Eva, je pense que vous avez transmis des informations
très intéressante, et notamment sur l'identité électronique pour tous les citoyens et tous les résidents. Quelle serait la région, l'Union européenne? Donc, l'objectif est que chaque personne ait un document et une identification électronique. C'est bien cela dont il s'agit. Alors, nous essayons de mettre en place donc une union. Aux États-Unis, vous avez donc évidemment la même langue, même système fiscaux et à peu de choses près juridiques. Alors en Europe, nous n'avons pas cela en Union européenne, mais nous avons la liberté donc de circulation des personnes. Vous pouvez aller à Bruxelles pour travailler ou vous pouvez y aller en week-end. Vous pouvez avoir votre domicile quelque part et travailler ailleurs. Et donc, si vous souhaitez ouvrir un compte bancaire ou être en mesure d'utiliser votre carte de crédit ou faire un achat, ce n'est pas toujours très facile. Et si vous êtes en Grèce, sous contrôle de capitaux et vous souhaitez faire une transaction en ligne, c'est presque impossible. Donc l'idée, c'est de pouvoir être plus mobile, dans le sens où lorsque vous vous déplacez, les données se déplacent avec vous, pas besoin de les traduire. Vous pouvez vous déplacer avec vos cartes de crédit, vous pouvez payer sans devoir prouver que vous êtes résident du lieu en question. Vous pouvez avoir accès à votre retraite, mais vous pouvez avoir accès à ces fonds ailleurs également. Par exemple, ma pièce d'identité étant grecque, personne ne comprend cela. Et donc, cela permettrait notamment de passer à travers toutes les mesures de sécurité. L'idée, c'est que ce soit ultra sécurisé, impossible à voler. Il y a les empreintes digitales qui y sont assorties, tout ce qui est tous les différents numéros d'identification, numéros de sécurité sociale, etc. Faire en sorte que les données qui vous appartiennent soient sécurisées. Et je pense que c'est là une grande avancée. Bien, il nous reste quelques minutes. Je vous laisserai quelques secondes pour chacun d'entre vous pour le mot de la fin. Merci d'être bref. La démocratie ne peut pas être séparée d'autres éléments clés. Il s'agit également d'une question culturelle, d'une question sociétale et de l'interaction entre tous ces différents facteurs. La démocratie va évoluer et ce sera un processus qui s'effectuera à tâtonnement. Il ne s'agit pas de faire un choix tranché entre une démocratie représentative classique et une démocratie entièrement en ligne. J'espère que nous allons accélérer l'expérimentation des nouvelles formes de démocratie et je pense que dans quelques années, ce sera évident que ces civic tech sont utiles et positives. Nous avons voté pour l'accord, donc le CETA, avec le Canada il y a 2 mois. Lorsque j'ai voté, j'ai vu qu'il y a eu une réaction grecque très forte, car les Grecs étaient persuadés que cela détruirait la production locale. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas suffisamment informés. Mais j'ai voté car je sais qu'il y aurait un impact sur la TVA, faire en sorte qu'il serait plus facile d'exporter les produits. C'était une avancée, même si ce n'était pas parfait. Alors, ils étaient contre car cet accord n'était pas parfait, mais c'était une avancée. Il faut, lorsqu'on prend une décision, être conscient des conséquences. Et ces outils me permettent en réalité de m'exprimer en ligne, d'expliquer mon vote, de faire en sorte que ce que je dis soit transmis de manière virale en ligne. Nous devons employer ces outils à bon escient.
Un couteau, c'est la même chose. C'est un outil qui peut être utilisé à bon escient comme à mauvais escient. Et les outils technologiques, en réalité, doivent être utilisés pour faire en sorte que la vie des citoyens soit améliorée et que leurs besoins soient pris en compte. Bon, je suis d'accord. La démocratie sera toujours quelque chose qui est en cours. On n'arrivera jamais à destination. Si on devait arriver à destination, ce serait plutôt un mauvais signe. Bon, on n'est peut-être pas beaucoup entré dans les détails techniques, mais grâce à cette nouvelle technologie, je peux vous dire que c'est passionnant. On va pouvoir vraiment développer des choses passionnantes autour de l'infrastructure de l'Internet qui est passée d'une idée très centralisée qui a donné lieu à beaucoup d'enthousiasme. En fait, ensuite a été décentralisée. Maintenant, il y a encore des virages. Les nouvelles technologies maintenant sont telles qu'on travaille sur un nouvel net décentralisé. Bon, tout le monde est un petit peu inquiet de l'insécurité, mais peut-être on pourra trouver des solutions qui empêchent le mauvais comportement. Et je pense que nous avons des bonnes bases juridiques maintenant pour construire des systèmes incorruptibles, transparents. Ça a été un problème dans les technologies civiques parce que nous avons d'excellentes applications, mais en fait, les infrastructures sont liées au serveur et c'est l'administrateur qui peut décider de ce qu'il veut faire, modifier les traces, modifier les données. Les administrateurs ne cherchent pas cette responsabilité, mais ils l'ont. C'est nous qui leur donnons cette responsabilité. C'est vraiment un problème actuellement. Il y a trop d'opacité, il faut faire mieux. Écoutez, merci à vous tous de cette discussion. Moi, j'ai trouvé ça très bien. J'espère que le public aussi, si vous voulez connaître plus sur les technologies civiques, il y a le stand en bas des escalators. Jeff va aussi faire une présentation à 15h15. Et puis, il y a l'Observatoire de l'OCDE qui va parler en fait des innovations publiques. Alors, d'autres panels auront lieu, pas ici, mais dans l'amphithéâtre 1, les politiques commerciales, protection, et 2, la concurrence, internationalisation, etc. D'autres éléments vraiment passionnants. Merci encore à nos membres du panel. Lokomende mapoko babule di